L'objet de notre analyse aujourd'hui est le concept thérapeutique de l'alliance. Nous allons voir en quoi il constitue un élément fondamental des dynamiques relationnelles. Pour la structure de cette présentation, nous allons procéder en 5 temps. D'abord, nous verrons la définition de l'alliance et ses inspirations. Puis, nous aborderons les enjeux actuels, y compris sur le plan neurobiologique. Dans un 3e temps, nous détaillerons les 4 dimensions pratiques du concept. Ensuite, nous verrons comment tout cela se met en œuvre avec une illustration concrète et nous finirons par examiner les pièges à éviter. Commençons donc par la première partie. Qu'est-ce que l'alliance? D'où vient ce concept? L'idée ici est de bien saisir l'essence de ce que l'on nomme un pacte relationnel. Pour entrer dans le sujet, cette citation est assez éclairante. Elle parle d'un pacte invisible. C'est un terme important qui souligne bien le caractère implicite mais profond de l'alliance. On nous dit aussi qu'elle se cultive jour après jour, non pas par de grandes déclarations, mais plutôt dans les gestes, les paroles, les choix quotidiens. Si on regarde la définition plus formelle, on retrouve cette idée de pacte invisible, mais on y ajoute une notion clé, la conscience. C'est un pacte conscient. L'intentionnalité est donc au cœur du processus. Le but est un projet commun de croissance mutuelle, ce qui le différencie fondamentalement d'un simple contrat qui serait basé uniquement sur des obligations. Alors, pourquoi ce concept est-il pertinent aujourd'hui? Eh bien, il offre des réponses à certains défis contemporains. Face à un individualisme parfois radical, il propose une autre voie, celle d'une interdépendance choisie. Face à la précarité des liens que l'on observe, il constitue un cadre sécurisant. Et enfin, on peut le voir comme un laboratoire pour une démocratie familiale plus juste et respectueuse. Il faut savoir que ce concept ne sort pas de nulle part. Il s'ancre dans des réflexions philosophiques profondes. On peut penser à Martin Buber, pour qui le jeu ne peut se révéler qu'en relation avec un tu, ou à Emmanuel Lévinas, qui place la responsabilité envers l'autre au fondement même de l'éthique. Il y a aussi Simone Weil, qui voit dans l'attention extrême une forme de générosité, et enfin Hannah Arendt, qui nous rappelle que l'action concertée génère un pouvoir créateur. Toutes ces idées forment le socle théorique de l'alliance. Abordons maintenant le 2e point, les enjeux contemporains et neurobiologiques. On va voir que l'alliance a un impact bien réel sur notre cerveau et notre bien-être. D'un point de vue neurobiologique, les effets d'une alliance solide sont observables. D'abord, elle active la production d'ocytocine, associée à la confiance et à l'empathie. Elle permet aussi ce qu'on appelle la co-régulation du système nerveux, c'est-à-dire que les individus s'aident mutuellement à s'apaiser. Un autre effet est la stimulation du nerf vague social, qui favorise un sentiment de sécurité et de créativité. Enfin, elle stimule la neuroplasticité relationnelle. Autrement dit, notre cerveau est capable de se reconfigurer pour renforcer ses liens. Bien, maintenant que nous avons vu la théorie et les bases biologiques, rendons ce concept plus concret. La 3e partie s'intéresse justement aux 4 dimensions pratiques de l'alliance, à la manière dont elle se manifeste au quotidien. Il faut voir ces 4 dimensions comme étant complémentaires. La première, c'est la dimension symbolique, tout ce qui est rituel, tradition, objet partagé. La 2e est contractuelle, elle touche aux règles de vie, aux droits et responsabilités de chacun. La 3e, c'est la dimension pragmatique. Très concrètement, le partage des tâches, le soutien mutuel. Et enfin, il y a une dimension spirituelle qui a trait à l'écoute profonde, à la gratitude, à la recherche d'un sens commun. Alors, comment tout cela se traduit-il en pratique? Comment mettre en œuvre ce concept? C'est l'objet de notre 4e partie qui va s'appuyer sur une étude de cas pour être plus parlante. Pour illustrer cela, prenons le cas de la famille Durand. On peut décomposer le processus thérapeutique en 5 phases. La toute première, c'est la reconnaissance du problème. L'alliance est fragilisée. La 2e phase, c'est un travail de redéfinition collective de ce que être une famille signifie pour eux. Ensuite vient la phase de co-construction de nouvelles règles. 4e phase, la mise en place de rituels de connexion pour ancrer le changement. Et enfin, on assiste à la renaissance d'une alliance qui est cette fois mûre et surtout choisie. Pour terminer, il est très important de parler des pièges à éviter, car le concept d'alliance peut être mal interprété ou dérivé. Cette dernière section va donc se concentrer sur ces écueils. Ici, on peut opposer point par point ce qu'est une alliance authentique et ce qu'elle n'est pas. Le premier piège, c'est l'alliance fusion, où les individus se perdent. Une alliance authentique, au contraire, célèbre les différences. Un autre piège, c'est le contrat rigide. Or, une alliance doit être vivante, évoluer avec la famille. Il y a aussi le piège de la performance, voir l'alliance comme un idéal à atteindre, alors que c'est un chemin à cultiver. Et enfin, l'idée de sacrifice. L'alliance ne doit pas reposer sur le sacrifice d'un membre, mais permettre l'épanouissement de tous. Pour conclure, cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry capture parfaitement l'esprit de l'alliance.
L'amour ne consiste pas à se regarder l'un l'autre, mais à se regarder ensemble dans la même direction. L'enjeu n'est pas la focalisation sur les individus, mais sur le projet commun, la direction partagée. C'est ce regard, tourné vers un même horizon, qui est le véritable fondement d'une alliance solide et vivante.